Les Morel étaient une famille ordinaire vivant dans une grande maison à la campagne. Antoine, le père, était avocat, et sa femme, Élie, professeure de littérature. Leurs 2 enfants, Léo et Camille, grandissaient dans un environnement paisible. Mais un soir, un événement vint briser leur tranquillité. Un coup de téléphone réveilla Antoine en pleine nuit. Une voix rauque murmura : « Vous avez du sang sur les mains. Il est temps de payer. » Antoine raccrocha aussitôt, le cœur battant. Qui pouvait dire une chose pareille ? Il pensa d'abord à une erreur, mais le lendemain matin, une lettre anonyme l'attendait sur le seuil de la maison. Vous ne pouvez pas fuir le passé. Il cacha la lettre à sa femme et à ses enfants, mais toute la journée, il se sentit épié. En rentrant du travail, il trouva un deuxième mot glissé sous la porte. Regardez sous l'arbre du jardin. À la nuit tombée, Antoine se rendit dans le jardin, une lampe torche à la main. Il creusa sous le grand chêne, et tomba sur une boîte en fer rouillé. Tremblant, il l'ouvrit. À l'intérieur, une vieille photo de lui, enfant, aux côtés d'un autre garçon. Derrière l'image, une inscription. Où est mon frère, Antoine ? Le passé lui revint en mémoire comme une déferlante. À 10 ans, il avait un cousin, Julien. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, Julien était tombé à l'eau et n'était jamais revenu. Par peur, Antoine n'avait jamais dit la vérité. Ses parents lui avaient répété que c'était un accident, et la famille avait enterré l'histoire. Mais quelqu'un savait. Cette nuit-là, des pas résonnèrent autour de la maison. Antoine se leva en sursaut. Il vérifia que la porte était bien verrouillée. Soudain, une silhouette apparut derrière la fenêtre. Élise se réveilla en entendant son mari haleter. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Il hésita avant de lui raconter toute l'histoire. Le visage d'Élise se figea. « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » Un bruit sec interrompit leur conversation. La porte du jardin était grande ouverte. Quelqu'un était entré. Antoine attrapa un tisonnier et descendit lentement. Dans le salon, un homme l'attendait, une vieille cicatrice sur le visage. « Bonsoir, Antoine » murmura-t-il. Le souffle court, Antoine reconnut immédiatement le visage de son cousin perdu. « Julien » balbutia-t-il. « Oui, et je veux des réponses. » Julien raconta son calvaire. Après être tombé dans la rivière, il avait survécu, mais perdu la mémoire. Recueilli par une famille adoptive, il ne s'était souvenu de son passé que récemment. En retrouvant son identité, il avait cherché à comprendre pourquoi personne ne l'avait recherché. « Vous m'avez effacé, comme si je n'avais jamais existé. » Les larmes aux yeux, Antoine s'excusa. Julien resta silencieux, puis tendit un dossier. « J'ai retrouvé des preuves, je veux que la vérité éclate. » Le lendemain, Antoine confessa tout à la police et aux médias. L'histoire de Julien fit la une des journaux. Malgré les années perdues, les 2 cousins tentèrent de reconstruire une relation. Mais le poids du passé ne s'efface jamais complètement. Leçon à retenir. 1. La vérité finit toujours par ressurgir. Peu importe combien de temps passe, les secrets refont surface. 2. Ne laissez pas la peur dicter vos choix. Affronter ses erreurs est toujours mieux que de les cacher. 3. La communication est essentielle. Partager ses inquiétudes avec ses proches peut éviter bien des drames. Et de toujours prier car seul Dieu sauve et c'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Place à la prochaine histoire. Dans le petit village de Saint-Clair, le cimetière local était un lieu de recueillement paisible, entouré de chênes centenaires et de sentiers sinueux. Les habitants y venaient régulièrement pour honorer la mémoire de leurs défunts. Parmi eux, Émilie, une jeune femme d'une trentaine d'années, venait chaque semaine se recueillir sur la tombe de sa grand-mère, décédée l'année précédente. Elle trouvait dans ses visites une forme de réconfort et de connexion avec son aïeul. Un soir d'automne, alors que le soleil se couchait, Émilie remarqua une lueur étrange au loin, près d'un vieux mausolée abandonné. Intriguée, elle s'approcha pour en découvrir l'origine. À mesure qu'elle avançait, la lueur semblait s'intensifier, prenant une teinte bleutée. Arrivée devant le mausolée, elle réalisa que la porte, habituellement scellée, était entr'ouverte. Poussée par la curiosité, Émilie entra. L'intérieur était sombre, mais une faible lumière émanait du fond de la pièce, révélant un escalier en colimaçon descendant vers les profondeurs. Elle hésita un instant, puis décida de descendre. Les marches craquaient sous ses pas, et une odeur de terre humide emplissait l'air. Au bas de l'escalier, elle découvrit une vaste salle souterraine, ornée de fresques anciennes représentant des scènes de vie du village. Au centre, une table en pierre sur laquelle reposait un vieux grimoire. La lueur bleutée provenait du grimoire lui-même. Émilie s'en approcha et, sans comprendre pourquoi, sentit une irrésistible envie de l'ouvrir. À l'instant où elle tourna la première page, une brume épaisse s'éleva autour d'elle, et les fresques sur les murs semblèrent prendre vie. Des silhouettes fantomatiques apparurent,
représentant des villageois d'époque révolue. Elle semblait rejouer des scènes du passé, ignorant la présence d'Émilie. Parmi ces spectres, une figure attira particulièrement son attention, une femme vêtue d'une robe blanche, le visage empreint de tristesse. Émilie reconnut les traits de sa grand-mère jeune, telle qu'elle apparaissait sur de vieilles photos de famille. La silhouette de sa grand-mère semblait chercher quelque chose, errant parmi les autres spectres sans but apparent. Émilie tenta de l'appeler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se sentit alors irrésistiblement attirée vers le grimoire. En feuilletant les pages, elle découvrit des incantations et des récits sur des rituels anciens pratiqués par les habitants de Saint-Clair pour communiquer avec les défunts. Une page en particulier attira son attention, elle décrivait un rituel permettant de libérer les âmes errantes, piégées entre le monde des vivants et celui des morts. Déterminée à aider sa grand-mère, Émilie rassembla les ingrédients mentionnés, des herbes séchées, une bougie noire et une plume de corbeau, tous présents dans la salle. Elle disposa les éléments selon les instructions, alluma la bougie et commença à réciter l'incantation. À mesure qu'elle prononçait les mots anciens, les spectres autour d'elle cessèrent leurs activités et se tournèrent vers elle, comme s'ils l'écoutaient. La silhouette de sa grand-mère s'approcha lentement, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. Une fois l'incantation terminée, une lumière intense emplit la salle, forçant Émilie à fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, les spectres avaient disparu, et la salle était plongée dans une obscurité totale, seule la bougie projetant une faible lueur. Émilie ressentit une profonde paix intérieure, convaincue d'avoir libéré les âmes piégées, y compris celle de sa grand-mère. Elle remonta les escaliers et quitta le mausolée, le cœur léger, sentant une présence bienveillante l'accompagner. Les jours suivants, Émilie continua de se rendre au cimetière, mais cette fois-ci sans tristesse, ressentant la présence apaisante de sa grand-mère à ses côtés. Un soir, alors qu'elle se promenait près du mausolée, elle rencontra un vieil homme qui semblait l'attendre. Il se présenta comme le gardien du cimetière et lui raconta l'histoire du grimoire, un ancien artefact créé par les fondateurs du village pour aider les âmes en peine. Il la félicita pour son courage et sa compassion, lui expliquant que peu de gens auraient eu la force d'accomplir ce qu'elle avait fait. Avant de partir, le gardien lui remit une petite clé en argent, lui disant qu'elle en aurait besoin le moment venu. Émilie accepta la clé, consciente que son aventure n'était peut-être pas terminée, mais prête à affronter les mystères que Saint-Clair pouvait encore lui réserver. Place à la prochaine histoire. Dans une banlieue paisible, les maisons se succédaient, toutes semblables avec leurs pelouses impeccables et leurs clôtures blanches. C'est ici que Sophie et Marc avaient choisi de s'installer, espérant y trouver la tranquillité pour élever leur fils, Lucas. Leur voisin immédiat, Monsieur Dupuis, était un homme d'une soixantaine d'années, discret et solitaire. Peu de gens dans le quartier pouvaient se vanter de le connaître réellement, mais tous s'accordaient à dire qu'il était courtois, bien que réservé. Un soir, alors que Marc rentrait tard du travail, il remarqua une lumière vacillante provenant de la maison de Monsieur Dupuis. Intrigué, il s'approcha et aperçut, à travers une fenêtre entr'ouverte, des ombres se mouvant étrangement. Le lendemain, Sophie mentionna à Marc que Lucas avait trouvé un vieux jouet en bois dans leur jardin, un objet qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils supposèrent que c'était un vestige laissé par les anciens propriétaires. Les jours passèrent, et d'autres objets anciens firent leur apparition dans leur jardin, une montre à gousset, une broche en argent, des photos jaunies. Chaque découverte renforçait leur perplexité. Un soir, alors que Sophie arrosait les plantes, elle entendit des murmures provenant de là et séparant leur jardin de celui de Monsieur Dupuis. Elle tendit l'oreille, mais les voix s'évanouirent rapidement. Décidés à éclaircir ces mystères, Marc et Sophie invitèrent Monsieur Dupuis à dîner. Il accepta poliment, et ce fut l'occasion pour eux d'en apprendre un peu plus sur lui. Il leur raconta qu'il vivait ici depuis toujours, que le quartier avait bien changé, mais il resta évasif sur sa propre vie. Après son départ, Marc remarqua que la montre à gousset avait disparu de la table où il l'avait posée. Pensant l'avoir rangée ailleurs, il n'y prêta pas attention. Une nuit, Lucas se réveilla en hurlant, affirmant qu'une silhouette sombre se tenait près de son lit. Marc et Sophie le rassurèrent, attribuant cela à un cauchemar. Cependant, les cauchemars de Lucas persistèrent. Il décrivait toujours la même silhouette, immobile, l'observant en silence. Inquiets, ils installèrent une caméra dans la chambre de Lucas pour le rassurer et tenter de comprendre l'origine de ses peurs. En visionnant les enregistrements, ils ne virent rien d'anormal, jusqu'à une nuit où une ombre passa furtivement devant la caméra, sans déclencher d'alarme. Convaincu qu'une présence rôdait autour de leur maison, Marc décida de monter la garde une nuit. Aux alentours de minuit, il aperçut une silhouette se faufiler dans le jardin de Monsieur Dupuis. Le lendemain, il confronta Monsieur Dupuis, qui nia toute implication, affirmant qu'il dormait profondément à cette heure-là.
Les objets anciens continuaient d'apparaître, et les cauchemars de Lucas s'intensifièrent. Sophie remarqua également des marques étranges sur les murs de la cave, comme des symboles gravés. En fouillant la cave, ils découvrirent une trappe dissimulée sous un vieux tapis. En l'ouvrant, ils trouvèrent un passage menant à un tunnel obscur. Armés de lampes torches, Marc et Sophie s'aventurèrent dans le tunnel, qui semblait relier leur maison à celle de Monsieur Dupuis. Au bout du tunnel, ils débouchèrent dans une pièce remplie d'objets anciens, identiques à ceux trouvés dans leur jardin. Au centre, un autel avec des bougies éteintes et des photos de diverses familles du quartier. Terrifiés, ils réalisèrent que Monsieur Dupuis les observait depuis des années, collectant des souvenirs de chaque famille. En fouillant davantage, ils trouvèrent un journal détaillant les vies des anciens résidents, avec des annotations inquiétantes sur leurs habitudes et routines. Soudain, ils entendirent des pas approcher. Paniqués, ils éteignirent leurs lampes et se cachèrent derrière une étagère. Monsieur Dupuis entra, murmurant des paroles incompréhensibles, alluma les bougies de l'autel et commença un rituel étrange. Marc et Sophie, retenant leur souffle, observèrent en silence, cherchant une issue. Après ce qui sembla une éternité, Monsieur Dupuis quitta la pièce, laissant la porte ouverte. Profitant de l'occasion, ils s'échappèrent et retournèrent précipitamment chez eux, barricadant la trappe derrière eux. Décidés à mettre fin à cette situation, ils contactèrent la police et leur montrèrent les preuves recueillies. Une perquisition fut menée chez Monsieur Dupuis, révélant des dizaines d'objets appartenant aux familles du quartier, ainsi que des enregistrements vidéo. Monsieur Dupuis fut arrêté, mais il resta silencieux lors des interrogatoires, son regard vide fixant un point invisible. Le quartier, autrefois paisible, fut ébranlé par ces révélations. Les résidents se méfiaient désormais les uns des autres, les sourires cordiaux remplacés